Also a special and a warm welcome to Madame Berbel-Höhn, who is here as as you say in French, she's our tutelle, and also she's the special representative for energy in Africa. So warm welcome to you, Madame Höhn. So who's behind GBE? GBE is an initiative that's implemented by GIZ, the German cooperation agency, and also KfW. GBE initiative was launched in 2017, and it allowed us in a really short time frame to test and pilot different technologies on productive use, test different approaches, and we are really happy today to share them with you. Just a quick word on how we'll handle the language of this session. There'll be a presentation from my colleague Nathalie Weissmann from GBE Côte d'Ivoire, just to give you a quick overview of the GBE initiative, and in particular on our activities on productive use. She'll have her slides in English, but this session will be in French, and also the panel discussion which will follow will be in French, as we have the pleasure to have 3 panelists with us, all of them implementing partners in Côte d'Ivoire, Benin, and Senegal. So I'll head over and I'll give the microphone to Nathalie. Thank you. Donc, bonjour à tous. L'idée de cette petite introduction, c'est de poser un tout petit peu le contexte, puisque donc on a ici dans ce panel des partenaires du projet GBE qui implémentent donc avec nous de nombreuses activités. Donc l'idée c'était de rappeler un petit peu le contexte de cette initiative, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, là où on en est, ce qui permettra un petit peu d'apporter des éclaircissements sur les discussions qui auront lieu par la suite. Donc comme l'a dit Berit, donc l'initiative GBE est soutenue donc, par le gouvernement allemand, avec un appui donc, très important de Madame Höhn, entre autres, qui est un peu la marraine de notre projet, et qui nous permet d'avoir des assises politiques importantes. Le projet GBE, c'est 2 composantes principales. La première sur l'usage productif de l'énergie, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Et le deuxième, c'est l'électrification d'infrastructures sociales. Donc ça a été les 2 activités mises en œuvre par le projet GBE dans 9 pays. Comme l'a rappelé Berit, l'initiative en tant que telle, l'initiative GBE, c'était une initiative qui avait pour le but de faire des pilotes, de développer des approches un petit peu pilotes, pour pouvoir ensuite donner des recommandations sur certaines des approches qui sont pertinentes et qui nécessiteraient d'être mises à l'échelle, ou à l'inverse, de plutôt chercher d'autres types de stratégies. Pour poser un petit peu le contexte, d'expliquer quels ont été les instruments qui ont été à notre disposition dans les pays GBE, et notamment de faire un focus sur ce qu'on appelle le Results-Based Financing, donc le financement basé sur les résultats, qui a été un des instruments qui a été utilisé par différents pays, pas tous les pays, mais une majorité de pays dans l'initiative GBE. Donc le principe du financement basé sur les résultats, c'est effectivement de proposer à différents fournisseurs d'équipements d'usage productif. En l'occurrence, en majorité, dans le cadre de notre projet, ça a concerné des solutions de réfrigération solaire et des solutions pour l'irrigation solaire également. Et de définir au travers de contrats avec des partenaires privés ou parfois avec des ONG, de pouvoir conclure des contrats dont le but était d'établir des objectifs d'un certain nombre d'équipements à distribuer, et sur la base de la distribution de ces équipements, de pouvoir bénéficier ensuite d'un financement qui intervient après la vente de l'équipement en question. Ce qui était intéressant pour nous dans le cadre de cette approche, c'était de voir un petit peu quels sont les bénéfices, et donc évidemment créer un peu d'incentive par rapport aux résultats, donc donner une motivation à vendre des équipements et à pouvoir ensuite donc, bénéficier d'un appui avec une subvention sur ces équipements vendus. Mais ce qui était surtout intéressant aussi pour nous, c'était de partager, voire de transférer une partie du risque sur le partenaire qui implémente, partant du principe que du coup on est partenaire dans cette approche, mais que voilà, il faut partager un petit peu le risque si on veut s'assurer qu'on puisse ensuite passer à l'échelle, ou qu'ensuite des approches petites pilotes puissent ensuite devenir des approches un petit peu plus importantes.
Ça permet également d'avoir la place pour l'innovation, pour de la flexibilité, sachant que dans la majorité des pays où cette initiative a été implémentée, une fois que les contrats sont passés avec des ONG ou avec des entreprises, ensuite les organisations du coup, qui signent le contrat sont très libres d'atteindre les résultats comme elles le souhaitent, et donc à savoir de pouvoir utiliser par exemple la subvention à des fins marketing, à des fins commerciales, à des fins de R&D. Il y a tout un tas de différentes choses qui ont été observées sur le terrain, et c'est bien le but de ces approches pilotes, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et enfin, un intérêt également qu'on a trouvé à l'implémentation du paiement basé sur les résultats, c'était d'essayer d'éviter un petit peu d'être en distorsion de marché. Et donc, très souvent, on se rend compte dans le cadre de ces projets que quand ça démarre avec des paiements d'avance, on est déjà un petit peu dans une distorsion de marché parce que ce qu'on est en train de créer aura du mal à être reproduit une fois qu'on s'en va. Donc la manière dont ça fonctionne, alors c'est très schématique parce qu'en fonction des pays, il y a eu des approches qui ont été parfois un petit peu différentes, mais en gros le dénominateur commun reste à peu près le même. Donc évidemment, lors des contrats qui sont signés, on prédétermine déjà des objectifs et des résultats. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, les organisations qui distribuent les équipements ne nous informent pas forcément de la manière dont ils ont développé leur stratégie commerciale ou autre. On est très preneurs quand c'est le cas et qu'ils le partagent avec nous, mais c'est vrai que c'est pas imposé. Chaque entreprise est libre de développer la stratégie qui lui semble lui correspondre pour pouvoir ensuite déployer ses produits. Voilà. Et puis effectivement, à la fin, ce qui se passe, c'est que en fait, les fournisseurs d'équipements ensuite déclarent auprès des pays GBE le nombre d'équipements qu'ils ont vendus, et à partir de ce moment-là, nous on met en place un système de suivi-évaluation qui est très précis et qui nous permet d'aller vérifier la totalité des équipements installés et de vérifier surtout qu'ils correspondent bien au cahier des charges qui a été fixé par avance par le contrat. Voilà. Et donc dans les 9 pays qui font le projet GBE, la mise en place du financement basé sur les résultats a été mise en œuvre au Bénin, au Sénégal, au Mozambique, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Un petit peu pour se faire de la publicité, le projet GBE, comme l'a dit Berit, il a démarré il y a 3 ans maintenant, on est sur la fin, les projets sont en train de se terminer, il y a beaucoup d'activités encore en cours sur le terrain. On avait tous des objectifs qui étaient consolidés, tous ensemble dans le cadre de cette initiative, et notamment je vais revenir sur quelques-uns des succès qu'on a pu déjà enregistrer aujourd'hui. Donc à ce jour, il y a plus de 1100 professionnels qui ont été formés dans le domaine des énergies renouvelables sur soit des applications très précises liées à l'usage productif, soit sur des questions de maintenance, par exemple, pour l'installation de systèmes pour l'électrification d'infrastructures sociales. On a environ 750 entreprises ou coopératives ou groupements de producteurs qui aujourd'hui utilisent des équipements d'usage productif. Donc on a même réussi, là sur cet indicateur, on n'a pas encore terminé, mais on est déjà à plus 31% de l'objectif qui était poursuivi. Donc on se dit qu'a priori ça va dans le bon sens. Et puis également, on a pu accompagner dans les pays des porteurs de projets à trouver des investisseurs ou à trouver du financement pour leurs projets, et on a aujourd'hui on a atteint l'objectif à plus de 45% de ce qui était prévu au départ. Donc là encore, on est assez content et on se dit qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais qu'on a déjà réussi à appuyer pas mal de professionnels qui pourront continuer ensuite après nous. Voilà, et enfin, donc un petit peu pour donner une ouverture aux panélistes et à la discussion, 3 ans à peu près d'implémentation de cette initiative dans 9 pays. Aujourd'hui, on a déjà un petit peu de recul qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on sait déjà. Et notamment, on a donc dans tous les pays développé des études de marché et puis également on a travaillé donc avec les acteurs sur le terrain. Alors, ce qu'on a déjà pu observer, c'est que déjà en termes d'usage productif, quand on parle d'équipement et d'usage productif, principalement en grande majorité, on va trouver les équipements pour donc le refroidissement, principalement des frigidaires ou des congélateurs solaires, mais également des pompes solaires pour l'irrigation. Autre observation, évidemment, c'est très souvent l'accès au financement qui est la barrière principale, voire même souvent unique à l'achat de ce type d'équipement et à l'utilisation. Néanmoins, ce qu'on a trouvé, c'était vraiment l'approche de GBE, c'était d'avoir une approche avec les coopératives, avec des groupements de producteurs, et on a trouvé que c'était une approche qui était très souvent positive et qui fonctionnait avec pas mal de succès, puisque effectivement, on ne s'adresse plus à des personnes individuelles, mais on s'adresse à un groupe qui peut également parfois plus facilement trouver des solutions de financement en étant un groupe plutôt qu'en étant une personne individuelle.
Voilà. D'autres choses importantes peut-être à noter, c'est quelles sont les conditions de succès, en tout cas qu'on a déjà pu identifier dès maintenant. La question de la qualité des équipements, et elle est absolument clé dans le cadre de nos projets et dans les pays dans lesquels l'initiative a été implémentée. À chaque fois, on a proposé des cahiers des charges la majorité du temps pour les équipements, puisqu'on se dit que le seul moyen d'assurer la durabilité de ce type de projet, c'est que les gens aient confiance dans les équipements qu'ils utilisent, et donc il faut nécessairement qu'ils soient de bonne qualité. Comme je l'ai dit un peu auparavant, la décision d'implémenter une initiative avec un financement basé sur le résultat, c'est qu'il n'y a pas de paiement d'avance. Alors effectivement, on a perdu quelques potentiels partenaires avec cette condition-là, mais ça nous a permis justement d'être à la fois pas dans une distorsion de marché, mais de dire voilà, ce type de financement basé sur les résultats, c'est pas forcément un financement qui est adapté pour les startups. On s'est rendu compte que c'est parfois plus adapté peut-être pour des entreprises avec une plus grosse taille. Ou alors, si ça s'adapte à des startups, il faut un accompagnement un petit peu plus important pour s'assurer que les entreprises arrivent à mettre en place ce type de financement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai été un petit peu longue déjà et l'idée c'est de laisser la parole au reste du panel. N'hésitez pas si vous avez des questions à l'issue de cette session. Je vous propose de ne pas forcément poser de questions sur cette introduction parce que certaines de vos questions vont être répondues par de l'expérience immédiate de nos partenaires. Donc, mais n'hésitez pas à poser des questions à l'issue de la session si vous en avez. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Nathalie. Est-ce que aussi je peux rajouter, si jamais il y a des questions concernant l'initiative GBE, concernant nos partenaires, venez nous voir au pavillon qui est jusqu'en face de l'entrée de l'hôtel, où aussi on peut parler un peu plus en détail de l'initiative GBE et de ce qu'on fait sur le terrain et ce que aussi on a déjà pu faire. Donc en fait maintenant j'ai le plaisir en fait d'introduire un panel de 3 partenaires de mise en œuvre de l'initiative GBE au Bénin, en Côte d'Ivoire et aussi au Sénégal. Peut-être juste que je me présente, moi je m'appelle Berit Reitz, je suis une conseillère technique au sein de l'initiative GBE en Côte d'Ivoire et je suis basée à Abidjan. Moi, aujourd'hui, je présente notre première invitée qui est Clarisse Cagnivi. Elle est gestionnaire du projet RBF, donc d'un projet de paiement sur les performances. Et elle est au sein de l'Agence béninoise d'électrification rurale et des maîtrises d'énergie. Donc, bienvenue à Clarisse. Notre deuxième invité, c'est Monsieur Sékou Sarr. Il est directeur d'un ONG qui s'appelle Enda Energy et lui, il est basé au Sénégal. Et last but not least, on a avec nous Elisabeth Debilong, aussi d'Abidjan. Elle est directrice marketing et développement au sein d'une entreprise qui fait aussi la vente et l'installation des équipements solaires qui s'appelle Baobab Plus. Donc aujourd'hui et aussi hier, on a déjà parlé beaucoup de l'accès à l'énergie. L'usage productif de l'énergie, ça veut dire d'un côté l'utilisation de l'énergie, mais surtout aussi comment utiliser l'énergie pour des activités économiques qui en fait améliorent les revenus et les conditions de vie des communautés. Et dans le cadre de l'initiative GBE, on parle notamment des communautés rurales hors réseau. Donc moi j'aimerais bien commencer avec une question pour vous Elisabeth. Donc on a parlé de l'accès à l'énergie, mais moi aussi je voulais savoir quels impacts vous observez déjà comme une entreprise qui vend, qui installe des équipements sur les terrains, et aussi comment l'usage productif de l'énergie peut avoir un impact sur le développement économique et aussi la création d'emplois en fait des clients, notamment de clients en zone hors réseau. Merci. Merci à vous tous. Bonjour à tout le monde. Je vais d'abord commencer par présenter mon entreprise. C'est Baobab Plus. Baobab Plus, on est dans 6 pays aujourd'hui. Notre cœur de métier, c'est le solaire, mais le solaire en pay-as-you-go. Pour ceux qui ne le savent pas, le pay-as-you-go, c'est un moyen de paiement échelonné, comme on le fait en Europe pour un téléphone. Donc, Baobab Plus, aujourd'hui, c'est énormément de solaire, mais on ne fait pas que ça, on fait aussi du digital, parce qu'on considère justement que la progression, c'est d'abord avoir l'énergie, puis après accéder à l'information, l'éducation, la connaissance.
On a eu la chance de décrocher l'appel à manifestation du GIZ il y a à peu près 1 an. Et on s'est rendu compte que en fait, cet appel à manifestation nous a juste réconforté dans notre ambition et dans ce qu'on voulait déjà faire. Ce que ça apporte aujourd'hui un productive use, comme on a généralement l'habitude de le dire, on a des congélateurs certifiés, bien sûr, vérifiés par le GIZ, qu'on commercialise. Et ces congélateurs ou ces réfrigérateurs, en fait, servent en zone rurale parce qu'il y a des endroits, je donne un simple exemple, il y a 2 semaines, on va visiter un de nos clients qui est à Dabou. Et il y a une rue qui sépare 2 communautés. Il y a une communauté où ils ont le courant et l'autre, ils ne l'ont pas. Pourquoi ? Un simple exemple, parce que ce sont des gens qui viennent du Burkina et apparemment ils sont arrivés là-bas, ils se sont installés plus ou moins illégalement sur le terrain, donc ils étaient déjà installés. Et on a un de nos clients qui est un boutiquier, marié, 2 enfants, 2 femmes, 6 enfants, qui lui disait ne plus s'en sortir depuis à peu près 6 mois, parce que tous ses clients pendant la période chaude en fait traversaient de l'autre côté de la rue pour acheter rien que de la boisson. Et en fait, il nous a expliqué que depuis qu'il a le Coolbox, il a réussi à garder ses fruits, ses jus, son eau au frais, et il réussit par jour à dégager en fait la somme qu'il devrait pouvoir nous dégager au bout d'une semaine. Le paiement par échelonnement, en fait, chez nous, vous pouvez payer par semaine ou par mois. On a l'exemple d'une femme, pareil, qui cherchait à travailler depuis longtemps, qui vendait du poisson, mais qui avait beaucoup de mal à conserver son poisson. Et son mari, pendant plusieurs périodes, lui disait mais essaye de le faire sécher. Et elle se rendait compte en fait que le poisson sec ne rapporte pas autant que le poisson frais. Donc après avoir obtenu le Coolbox, elle a réussi non seulement à augmenter son chiffre d'affaires, mais au-delà de ça, elle a réussi à embaucher une jeune fille qui pouvait, elle, aller vendre le poisson pendant qu'elle allait l'acheter. Donc le fait d'avoir cette opportunité aussi de la GIZ de pouvoir aller vers les populations, leur expliquer quel était le but de ce congélateur, à quoi ça pouvait les servir, parce qu'il y a des endroits, comme je vous dis, à Dabou, moi je suis restée pendant 3 jours, on a eu 6 heures de courant. Donc 6 heures de courant, quand on a une activité telle que celle-là, il est très difficile pour la personne de pouvoir et conserver et vendre et surtout augmenter ses stocks. Parce qu'on sait tous que quand on a un petit stock, forcément on a un petit marché, et plus on évolue, plus on a besoin de pouvoir avoir un gros stock et de pouvoir aller vers les gens. Donc ce programme en fait aide foncièrement, et on le voit tous les jours, des gens à pouvoir non seulement stabiliser leur activité et la faire croître à travers le recrutement d'une personne ou ne serait-ce qu'une cousine, une sœur qui n'a pas de travail, à qui on pourrait dire viens m'aider, viens travailler avec moi et à la fin du mois, je te donnerai un minimum de salaire. Ok. Merci beaucoup. Donc en Merci fait, vous avez déjà parlé un peu aussi de l'autonomisation en fait des personnes et aussi des activités économiques. Et aussi en fait la thématique du panel, c'est la mise à échelle. Donc là aussi, je voulais adresser une deuxième question à en fait au deuxième panéliste, Sékou. Vous représentez une ONG sénégalaise. Donc là, on a parlé de ramener l'équipement, la technologie vers les gens, mais comment on peut créer ces écosystèmes autour en fait, comment on peut appuyer les communautés à s'approprier des équipements et aussi des activités économiques qui en découlent. Merci Madame la modératrice. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de remercier la marraine de Guibée, Madame Hona, qui est là parmi nous pour le partenariat développé avec ENDA. Mais également la GIZ de Dakar, qui a eu également à accompagner tout ce processus avec une autre approche de partenariat. Une approche de partenariat, pas seulement pour remettre des ressources financières, mais s'impliquer dans la mise en œuvre. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve
assez importante en termes d'approche de rupture. Cela dit, je raconte juste l'anecdote. Madame Hona était venue au Sénégal à une mission officielle. Et c'est au ministère de l'Énergie qu'on lui a dit qu'il y avait un projet qui travaillait sur la valorisation de la chaîne de valeur lait à travers l'accès à l'énergie solaire. Donc c'était un programme énergie solaire. Et quand elle nous a rencontrés, elle a dit qu'elle voulait visiter ce projet. Elle est partie visiter les plateformes et les modèles économiques qu'on a mis en place à partir d'un exemple au nord du Sénégal. Et c'est de là-bas qu'elle a constaté quand même qu'en matière d'usage productif de l'énergie, il y a des modèles qui existent. Et à partir de là qu'on a noué le partenariat pour lancer ce programme qu'on appelle le renforcement de la résilience des petits producteurs de lait par l'entrepreneuriat et l'accès à l'énergie. Donc une manière de montrer justement qu'au niveau des collectivités territoriales, il y a cette possibilité de création d'emplois à partir de l'accès à l'énergie. Et chez Faisant, nous avons développé ce projet autour d'un certain nombre de dispositifs. Et c'est sur ça qu'il faut apprendre, des dispositifs pour justement accompagner la valorisation de la chaîne de valeur lait, autour des différents segments de la chaîne de valeur lait. Le segment production fourragère, parce qu'on fait de la production fourragère avec des périmètres maraîchers, le segment sécurisation de la production du lait en mettant en place des fermes laitières, et le segment transformation, conservation du lait, avec aussi du solaire, mais aussi la commercialisation des produits issus de tout ce processus. Donc, c'était une approche assez holistique, parce que le rôle de notre organisation ENDA, ce n'est pas de faire les choses à grande échelle. C'est souvent développer des choses à petite échelle pour faire éprouver des modèles économiques et dire à l'État, à travers le dialogue multi-acteurs, que ça c'est possible. Et c'est à l'État maintenant d'assurer le changement d'échelle, ou c'est aux opérateurs privés d'assurer le changement d'échelle. Voilà comment nous, on se définit. Donc, en quelque sorte, ENDA, c'est une démarche. C'est une démarche orientée, vraiment implication, engagement des communautés locales. Et c'est à ce titre-là, nous avons mis en place 4 dispositifs. Le premier dispositif, c'est l'ingénierie sociale. Comment permettre aux communautés de s'engager dans la mise en œuvre de ce genre d'action. Ça, cette ingénierie sociale, c'est quelque chose de très déterminant et qui manque souvent à l'approche des opérateurs privés. L'opérateur privé, ce qui l'intéresse, c'est de dire oui, j'ai un marché, j'installe l'infrastructure et c'est fini. Nous, on revient pour dire non, ce n'est pas ça la démarche. La démarche, c'est d'abord engager les communautés locales avec des approches, mais aussi sur la base de leur intérêt. Par exemple, quand on prend la chaîne de valeur lait, on sait que les agriculteurs sont considérés comme les plus pauvres au Sénégal, alors qu'en réalité, ce sont les plus riches, compte tenu de ce qu'ils ont comme patrimoine en matière d'élevage. Donc, ce premier dispositif a permis d'ingénierie sociale, a permis de faire beaucoup de formations. Beaucoup de formations, y compris la formation sur la production fourragère, la formation sur la qualité du lait, la formation sur la transformation du lait et la formation sur l'entrepreneuriat. Et cette formation sur l'entrepreneuriat prend en compte la formation des jeunes pour pouvoir assurer la maintenance des équipements qui sont installés sur le terrain. Donc une manière de développer cette approche de proximité en matière de maintenance de toutes les infrastructures qui vont être installées. Au-delà de ce dispositif, le second dispositif, c'est en rapport avec justement la communauté de pratique. C'est-à-dire dans chaque communauté où on intervient, notamment dans ces 2 communautés, on a mis en place ce qu'on appelle les communautés de pratique, c'est-à-dire cette sorte d'écosystème qui permet aux collectivités de pouvoir échanger entre eux, que ce soit des opérateurs privés, que ce soit les éleveurs, que ce soit les transporteurs, parce qu'il y a l'aliment de bétail à transformer, tout ça, sauf au niveau local pour faciliter
le dialogue. Le troisième aspect, le troisième dispositif qu'on a mis, c'est de dire si on doit assurer la rentabilité des plateformes, c'est-à-dire des mini-réseaux, il faut regrouper plusieurs unités économiques dans le même espace. Et c'est ce que nous avons appelé, du point de vue conceptuel, les centres d'affaires villageois. Donc le centre d'affaires villageois, c'est une centrale de 20 kg en fonction de la demande, parce qu'on est spécialiste de l'évaluation des demandes. C'est de mettre en place donc cette centrale solaire de 20 kW qui alimente différentes petites unités économiques. L'unité de transformation de lait, l'unité de couture, l'unité de transformation du balanites, parce que dans cette zone-là, il y a énormément de balanites à valoriser, un centre multimédia, tout ça dans le même espace alimenté par la même centrale solaire. Et que chaque unité, si chaque unité paye justement sa consommation énergétique, ça permet de renforcer justement la rentabilité de ces systèmes. Et donc, le dernier dispositif aussi qu'on a mis en place, c'est de voir cette possibilité de définir une facilité d'accès à l'énergie. Et ça, on a démarré en créant un petit système qui n'est pas encore complètement éprouvé, mais qu'on essaye dans le cadre de la commercialisation de différents produits, de voir comment abonder ce mécanisme de financement pour permettre l'accès aux ménages à des systèmes plus décentralisés, les Solaham systems, etc. Mais en plus aussi, mettre en place des possibilités d'assurer l'accès à l'électricité pour les infrastructures communautaires. C'était une priorité parce que c'était une manière d'avoir un peu l'équité dans la démarche. Permettre à des gens de gagner des revenus par rapport au système, mais permettre à d'autres aussi de profiter à travers les infrastructures socio-communautaires, de profiter de l'accès à l'énergie. Donc voilà les 4 dispositifs qu'on a mis en place sur lesquels on pourrait revenir largement. Ok. Bon, merci beaucoup. Et moi, maintenant, je veux bien faire le lien avec ce qu'on peut faire comme partenaire public. Parce que Nathalie, dans sa présentation à la fin de la séance, elle parlait de mécanisme RBF, Results-Based Financing, ou le financement basé sur la performance. Et là, j'ai le plaisir aussi d'avoir Clarisse Cagnevi avec nous, une ancienne collègue aussi de GBE, et qui maintenant travaille pour l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise de l'énergie. Et c'est elle-même qui est gestionnaire du programme RBF au sein de l'ABERN. Donc moi, je voulais bien savoir maintenant comment vous, comme agence publique, vous voyez ces mécanismes RBF pour donner des incitatives aux ventes et d'installation des équipements qui, après, peuvent bénéficier aux communautés dont aussi M. Sarr parlait. Merci beaucoup pour la question et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Alors, il faut dire que le RBF, en fait l'Agence béninoise d'électrification rurale, a réussi à intégrer dans son processus interne le mécanisme de financement basé sur les résultats. Et grâce au projet, grâce au financement pour le RBF reçu de la GBE, et il faut dire en fait que au début, la GBE était un peu inquiète du fait qu'il s'agit d'un partenaire public. Et comme nous le savons tous, les partenaires publics sont, en fait, le secteur public est caractérisé par cette lourdeur administrative. Et heureusement, la BEM n'a pas confirmé cela grâce au mécanisme de suivi qui a été mis en place et aussi grâce à l'engagement de la BERM, engagement qui est en fait justifié par le fait que l'activité est bien en lien avec la politique de développement et des énergies renouvelables qui est mise en place par le gouvernement béninois. Et aussi à cause de l'opportunité, en fait, c'est en fait une opportunité pour la BERM de capitaliser
les expériences du projet GBE et aussi de pérenniser cette activité. Et il faut aussi dire que en fait, le projet GBE, depuis 2020, s'est investi dans la promotion des équipements productifs. Donc, c'est beaucoup d'années d'expérience. Donc, c'était une opportunité pour la BERM de bénéficier, d'apprendre surtout de cette expérience, mais surtout de pérenniser l'activité. Et je dirais qu'en fait, c'est une très belle expérience, réjouissante pour la BERM, en ce sens où l'approche, elle est nouvelle, c'est une approche nouvelle et qui est très fiable. Et actuellement, je dirais qu'on est même en train de réfléchir à comment adapter l'approche aux activités de la BERM, adapter et puis intégrer cette approche dans les activités qui sont en cours de planification à la BERM. Donc je pense que c'est une expérience très très réjouissante pour nous. Oui, merci. Et peut-être une deuxième question pour vous. Peut-être on a des entreprises solaires dans le public aussi qui veulent bien savoir comment collaborer avec la BERM sur ce programme. Donc peut-être vous pourrez ajouter quelques mots sur les équipements, les technologies que vous ciblez et aussi les incitations, par exemple, que vous allez verser aux entreprises dans le cadre de ce programme. Alors, il faut noter que nos partenaires clés, ce sont bien évidemment les entreprises solaires. Sans elles, on ne peut rien faire. Et donc, le partenariat avec la BERM, en fait, pour entrer en partenariat avec la BERM, c'est très simple. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui était lancé. On a fait le lancement en décembre 2022, ça fait à peine 3 mois. Et toutes les entreprises qui sont intéressées par cet appel à manifestation d'intérêt n'ont juste qu'à soumettre une candidature et en interne, la BERM fait d'abord une évaluation à 2 niveaux. D'abord une évaluation au niveau technique et pour voir quelles sont les propositions de l'entreprise, les services que l'entreprise propose et les stratégies de développement et pour atteindre les clients finaux et tout. Et ensuite, une évaluation au niveau administratif pour s'assurer bien évidemment que l'entreprise est à jour et vis-à-vis de la fiscalité. Et une fois cette étape franchie, là, on aborde maintenant la phase de contractualisation avec l'entreprise. Et dès lors que l'entreprise a un contrat avec la BERM, voilà, elle est en mesure de soumettre ses demandes d'incitation pour bénéficier des incitations qui sont prévues pour accompagner les différents équipements. Et l'autre chose aussi qu'il faudrait ajouter, c'est que les entreprises qui sont partenaires ont également cette opportunité de bénéficier d'une exonération sur les taxes douanières lors de l'importation des équipements solaires. C'est un avantage pour les entreprises qui leur permettent en fait de proposer des solutions solaires à des prix très très concurrentiels sur le marché. Donc, je ne sais pas si non, je suis merci. Donc, les entreprises solaires qui sont installées au Bénin, venez voir la BERM suite à ce panel. Donc peut-être on n'a pas une entreprise solaire du Bénin avec nous, mais une entreprise qui est basée en Côte d'Ivoire. Vous bénéficiez d'un programme RBF, donc peut-être vous pourrez donner des recommandations à des gestionnaires de programmes RBF comme la BERM ou ici dans ce cas-là c'était la GIZ. Qu'est-ce que vous donnerez comme recommandation pour vraiment que cette approche a un impact significatif, pardon, en fait, sur vraiment la vente et l'installation des équipements dans des zones difficiles à atteindre? L'une des premières recommandations, c'est même pas une recommandation, c'est juste un constat. Donc déjà, nous, on est une petite entreprise, j'aime à le dire, parce qu'on n'a que 6 ans d'existence et on n'est pas encore... on est encore les tout petits poussets du solaire en Côte d'Ivoire. Mais l'une des choses déjà qu'on a appréciées et sur lesquelles la GIZ nous a apporté, c'est l'étude de marché, l'étude de cas. Parce que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, si je veux faire une étude de marché, ça me prend quasiment 20 à 30% de mon budget. Donc de pouvoir avoir déjà ces données-là,
ça nous enlève une épine et ça nous oriente en fait surtout vers les besoins du marché. La deuxième chose aussi que la GIZ fait pour nous, c'est qu'à la fin de chaque phase, on leur envoie les coordonnées des personnes qu'on a installées. Et la GIZ va refaire derrière nous une enquête totalement indépendante, à laquelle on n'assiste pas, qui nous permet aussi d'avoir des orientations, des critiques, des félicitations et des points d'amélioration. L'un des points fondamentaux sur lesquels on aimerait travailler, c'est d'abord un pourcentage. D'accord ? Parce qu'on est sur... je vous donne un exemple. Nous, en ce qui concerne l'apport que la GIZ nous donne, c'est 40% du prix FOB. Donc, 40% du prix FOB, chez nous, ça ne fait pas énorme dans le budget, mais ça nous aide, en fait, dans le sens où on arrivera plus facilement à faire des journées de présentation de produits, des journées de formation pour nos techniciens. On a la chance aujourd'hui d'avoir un de nos techniciens, Pacom Tali, qui a été formé par la GIZ, qui est même, je pense, un des formateurs dont la GIZ fait souvent appel. Et les deux points sur lesquels on aurait franchement besoin encore plus de la BEM à ce niveau-là, c'est, comme elle l'a dit, c'est au niveau des taxes, parce que les taxes sont très importantes sur certains produits. Si vous voyez nos calculs, on a des taxes entre 9 et 18% sur certains produits solaires. Donc c'est assez un gros casse-tête pour réussir à trouver l'équilibre et la rentabilité au niveau de ces produits-là. Excusez-moi, j'ai oublié. Nathalie nous l'a dit tout à l'heure, et au niveau du risque. Parce que comme elle l'a dit, le risque, c'est nous qui le prenons, d'autant plus que nous, on est une entreprise qui préfinançons nos consommateurs, dans le sens où on leur donne le produit et ils nous donnent à peu près 30% du prix produit. Nos produits sont garantis 3 ans, entre 2 et 3 ans. Et donc pendant 2 ans, nous allons devoir suivre les clients et faire un suivi de leur paiement. Mais nous ne pouvons pas, nous en tant qu'entreprise revendant du solaire, aller vers le client et l'éduquer ou le former plus que ça à l'entrepreneuriat, ce que M. Sarr fait. Donc ce serait franchement un accompagnement sur l'éducation du client au solaire. Voilà, l'éducation du client au solaire, je pense que c'est l'un des objectifs, l'une des priorités qu'il nous faut pour qu'il puisse comprendre. Je vous donne un exemple, on arrive chez un client qui nous dit que son coolbox ne marche pas, mais en fait c'est normal, sur son panneau, il y a 30 cm de poussière. On a un guide où on lui explique que le panneau, il faut le nettoyer, on leur explique comment il faut utiliser le congélateur, que forcément s'il y a une batterie, c'est pour le congélateur, on ne peut pas l'utiliser pour brancher un smartphone. Aujourd'hui, nos smartphones, ils usent de l'électricité comme c'est pas possible. Mais c'est franchement cette éducation du final consommateur aux produits qu'on vend. Ouais. Merci. Et ça me rappelle en fait une séance de hier à laquelle j'ai assisté qui parlait aussi de l'usage productif. Il y avait une dame dans le public qui avait comme remarque, mais là on parle des entreprises privées qui peuvent ramener l'équipement. On a des institutions publiques qui peuvent donner des incitations financières, mais on parle très peu des rôles des ONG. Donc là encore, pour vous, Monsieur Sarr, comment vous pourrez faire un plaidoyer aussi aux gens qui sont présents dans la salle? Qu'est-ce que vous pourrez ajouter comme valeur ajoutée à cette approche marché, mais en impliquant aussi des ONG? Oui, très bien, c'est une bonne question. Parce que quand on parle d'approche marché, l'orientation première, c'est la demande solvable. Or, on est dans un contexte de pauvreté. Donc, si l'orientation reste une orientation purement orientée opérateur privé, etc., ça pose problème. Un autre aspect, je réagis par rapport à ce qu'elle venait de dire en disant qu'elles assurent l'éducation aux clients. Est-ce que c'est le rôle
d'un opérateur privé de s'occuper de cette question. Quand on parle d'écosystème au niveau local. Quand on parle d'écosystème au niveau local, dans le cadre de la diffusion de ces systèmes solaires, c'est de voir quelle est la valeur ajoutée de chaque catégorie d'acteurs et laisser à chaque catégorie d'acteurs de jouer ce rôle-là. Et c'est là où aujourd'hui, quand on parle d'électrification rurale décentralisée, il y a des niches de partenariat qui sont là. Ce n'est pas uniquement un partenariat public-privé tel qu'on est en train de l'envisager en termes d'instruments d'intervention des grandes organisations, mais c'est le partenariat public-privé à vocation communautaire pour permettre justement à l'ensemble des catégories d'acteurs qui constituent l'écosystème local, à l'ensemble de ces catégories d'acteurs, chacun de pouvoir jouer un rôle. Parce que nous, au niveau du Sénégal, par exemple, on est dans une perspective d'accès universel à l'électricité. Et dans ce cadre-là, il y a un travail qui a été déjà fait en termes d'études pour pouvoir dire, voilà là où on va faire de l'extension du réseau, voilà là où on va prendre des systèmes mini-réseaux, voilà là où nous allons utiliser les Solaham systèmes. Ça, c'est déjà un premier travail important et qui constitue aussi une valeur ajoutée pour les organisations de la société civile parce qu'elles maîtrisent souvent le terrain. Donc, avoir ce partenariat, et c'est ça que je considère comme pouvant être une innovation, le partenariat collectivité locale, opérateur privé local, mais également organisation de la société civile pour justement renforcer le contenu local du déploiement des mini-réseaux. Je crois que ça aussi, il faut qu'on l'ait à l'esprit parce que le fait de lancer des programmes d'électrification rurale, il faut mettre l'accent aussi sur le contenu local. En quoi les opérateurs locaux, en quoi les opérateurs nationaux pourront participer dans ce processus. Et c'est là que je vois les grandes innovations qu'il faut apporter dans les différentes démarches. Merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment un fort plaidoyer aussi pour travailler sur une approche holistique en impliquant les secteurs privés, publics, mais aussi les organisations à but non lucratif qui ont en fait cette implantation sur les terrains. Une dernière question aussi à ma collègue Clarisse Canivi de l'ABERM et après aussi on vous donnera l'opportunité de poser vos questions soit en français ou en anglais. Parce que le titre de ce panel, c'est la mise à échelle. On sait que l'approche RBF, c'est une approche très ponctuelle. L'approche RBF, ce n'est pas une fin en soi. En fait, c'est pour promouvoir une technologie pour qu'elle réussisse sur le marché, pour qu'à la suite, elle peut fonctionner tout seule, sans des incitations. Donc, je voulais savoir comment vous voyez au sein de l'ABERM cette approche sur un marché qui est très dynamique, si on a pu constater aussi avec les développements technologiques et aussi des changements au niveau de la régulation. Merci beaucoup pour la question qui est très pertinente. Et avant de répondre à la question, je voudrais plutôt aborder d'abord les perspectives de l'ABERM en termes de la mise à l'échelle de l'activité du RBF. Comme je l'ai notifié tout à l'heure, l'objectif de l'ABERM, c'est de pouvoir pérenniser cette activité. Et en termes de projection, nous envisageons travailler sur deux axes. D'abord, l'ABERM est décidé à financer sous fonds propres le mécanisme. Donc, et là, nous allons beaucoup plus cibler les zones les plus reculées du Bénin pour faciliter une forte pénétration des usages productifs vers ces zones-là. Et le deuxième axe sur lequel nous allons travailler, nous allons ouvrir une fenêtre RBF, d'accord, qui pourrait être financée par les bailleurs qui sont intéressés par le secteur de l'énergie solaire de façon globale au Bénin. Donc ça peut être aussi bien pour les usages productifs que pour l'accès à l'éclairage dans les ménages. Je veux parler des technologies, l'appui aux technologies PICO et tout. Donc ce serait de façon globale.
Et pour revenir, bon, je ne sais pas s'il y a des bailleurs dans la salle ici, donc c'est pour lancer un appel à l'endroit de toutes les personnes qui sont intéressées et par le secteur de l'énergie au Bénin. Rassurez-vous, la BEM a aujourd'hui une bonne maîtrise du mécanisme et est en mesure de mettre à l'échelle cette activité et vous aider aussi à atteindre des objectifs si éventuellement vous avez des objectifs et pour accompagner le secteur dans ce sens-là. Alors pour revenir à ta question, et c'est une très belle question puisque l'objectif du mécanisme, ce n'est pas de rester de façon continuelle sur le marché. L'objectif visé, c'est de booster le marché et dès que le marché atteindra un certain niveau de développement, voilà, retirer, en fait, faire un retrait. Et ce que nous envisageons, c'est plutôt de faire une réduction de façon progressive, de façon très, très, très progressive, de sorte que les entreprises ne sentent pas l'effet. Voilà. Donc, on va procéder au retrait du RBF, mais ce serait pas une réduction de façon progressive des incitations jusqu'à un retrait total du mécanisme du secteur. Donc, voilà ce qui est envisagé pour l'instant. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup appris de vous trois. Je suis très ravie encore d'avoir vraiment des partenaires de mise en œuvre sur ce panel, des gens qui partent sur le terrain, des gens aussi qui ont vu des installations des systèmes et qui connaissent la réalité des communautés rurales en zone hors réseau. Donc maintenant, on a midi, mais on a commencé aussi 15 minutes en retard, donc je voulais quand même aussi vous donner l'occasion de poser vos questions avant qu'on parte dans la pause déjeuner. Ok. On commence ici par la dame en face. Mais... Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je ferai de mon mieux pour parler en français. Ma question, ça touche seulement un des aspects, c'est la génération de l'électricité. Parce que vous avez fait l'appel pour les autres fournisseurs solaires, mais je me demande, est-ce que vous êtes ouvert aussi dans une autre source de l'énergie, par exemple la micro-hydrologie, les petites turbines qui sont, parce que dans votre géographie, il y a beaucoup de rivières. Et je me demande, est-ce que ces projets, c'est que pour le solaire ou est-ce que vous êtes ouvert pour des autres sources? Ok, et pourquoi pas, si c'est pas le oui. cas? Bon, je demande s'il y a un participant qui souhaite répondre. Après, c'est une question ouverte aussi. Je regarde. Bon, je oui. peux... Oui. D'accord. Je peux essayer. Et nous, de notre côté, on est ouvert. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on veut ouvrir une fenêtre pour le RBF. Donc, quelle que soit la technologie visée, on est totalement ouverte pour pouvoir expérimenter. Ce serait en plus une expérience de plus pour la BER. Et pourquoi pas, on essayera de mettre cela à l'échelle. Donc, c'est une ouverture totale, grandement ouverte. Yeah. Je voudrais juste ajouter quelque chose en interpellant l'Agence nationale d'énergie renouvelable du Sénégal, ici présente. Du point de vue de leur approche, elle parle souvent de neutralité technologique. Ce qui est important, c'est le service énergétique. Est-ce que ce service énergétique peut être satisfait par l'électricité ou par d'autres sources, etc. Est-ce que la production d'énergie peut être par le solaire ou par la biomasse ou par aussi l'hydroélectrique. Donc, c'est pour dire que dans le contexte africain, c'est de voir comment diversifier les sources. Et c'est ça qui va garantir la souveraineté énergétique au niveau des pays africains. Pas uniquement en se limitant sur le solaire, c'est de pouvoir valoriser l'ensemble des potentialités énergétiques qui existent au niveau de chaque pays. Ok. Deuxième question. Oui. Allez-y. Bonjour, donc moi c'est François Vance, c'est l'Agence française de développement, donc je suis un bailleur. Je cherchais des très bailleurs. heureuse de Voilà, le savoir. Bonjour. Donc ma question,
Alors, on finance aussi des programmes de RBF, notamment en Côte d'Ivoire. Mais la question que j'ai, c'est plutôt, Madame de la BERM, c'est d'avoir un peu plus d'historique sur à quel moment la BERM s'est intéressée au sujet du RBF et en gros, généralement, quand on voit une agence d'électrification rurale, il y a une certaine culture plutôt ingénieure dans la manière de travailler sur du réseau, d'étendre du réseau. Le fait de commencer à réfléchir à l'utilisation par les usagers finaux, c'est un changement de mentalité. Et ce que je voulais savoir, c'est d'où c'est venu, quel a été le driver politique, comment vous l'analysez et comment vous faites votre plaidoyer au jour le jour vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de votre ministre, pour pousser ce sujet-là. Bon, je vais essayer de donner un élément de réponse, mais à la base, je dirais que l'idée vient plutôt de la GBE et qui a transféré, en fait, disons que la première phase de l'approche a été mise en œuvre par le projet GBE. Donc c'est pour assurer le transfert de compétences, de connaissances que la GBE, qui va clôturer bientôt, a voulu effectuer ce transfert vers une agence publique pour s'assurer surtout de la pérennité de l'activité. Il faudrait quand même qu'on parvienne à capitaliser les acquis du projet. On ne va quand même pas laisser un projet travailler pendant plus de 3 ans et que tout soit laissé, je ne sais pas, à la poubelle. Donc c'est une façon de pouvoir capitaliser sur tous les acquis et surtout pérenniser les activités. Donc c'est ce qui a justifié cette initiative que la BEM a surtout appréciée parce que ça faisait aussi partie du champ d'action du gouvernement et ça faisait partie des champs d'action en termes de politique de développement d'énergie renouvelable. Je ne sais pas si la réponse ça répond. Oui. Après, il y a encore l'occasion, je pense, de se parler même après ce panel. Je souhaiterais bien. Oui, ok. Moi aussi. Vu que j'ai un appel d'offres en cours. Bon, on fait le matchmaking en même temps, à côté du panel. Ok, je vois il y a encore... J'ai le micro. Oh, parfait, vous avez déjà... Bonjour à tous, je suis Dr Bamba, je suis le country director d'une fondation italienne qui s'appelle AFSI, qui travaille en Côte d'Ivoire, mais qui est également présente dans 40 pays du monde entier. Et nous travaillons généralement aussi avec le GBE dans d'autres régions, notamment au Kenya et Uganda et tout ça. Écoute, j'apprécie fortement la réponse du collègue sur l'approche écosystème et surtout la contribution des organisations de la société civile. Je donne pour preuve que nous, on travaille dans pratiquement 700 villages ruraux de la Côte d'Ivoire avec différents projets. Et donc, l'approche, par exemple, de la connaissance du territoire, mais surtout de la connaissance des besoins de la communauté, c'est quelque chose qui peut être fondamental pour mieux systématiser l'impact de nos interventions. Souvent, je le dis, la finalité n'est pas seulement que l'accès à l'électricité, mais comment est-ce que cela impacte la vie familiale, mais aussi communautaire, par exemple, des populations. Nous, parfois, on a été confrontés à des cas, et je pense que ça peut être possible. Le fait, par exemple, d'une dame, celle qui a peut-être eu le congélateur, et désormais, mais en termes sociologiques, il peut se faire qu'elle ait désormais un revenu. Mais la génération de ce revenu peut être source de conflit conjugal entre elle et son époux, par exemple. Et donc, il peut générer des problèmes de violence basées sur le genre, gender-based violences, mais aussi comment est-ce qu'on arrive peut-être à adresser certains problèmes de protection, notamment la registration des enfants, l'accès à l'école, mais aussi d'autres problèmes communautaires. Et pour une organisation de la société civile qui travaille dans ces milieux et qui connaît mieux ces profils, je pense qu'adresser ces questions peut être aussi dans le prolongement de l'impactation de l'accès à l'énergie. Et je pense que c'est intéressant d'associer les organisations de la société civile. Nous, on le fait déjà à travers une bonne couverture en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu une sorte de partage d'expérience que je voulais faire pour confirmer vraiment cela. Merci. Merci. Bon, je laisse décider les dames à qui donner les micros. Bonjour à tous, donc moi je suis Adia Gueye, je suis directrice de la promotion et de la coopération à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables.
Donc, je vais naturellement répondre à l'interpellation du Sénégal, oui, voilà. Donc, je vais naturellement répondre à l'interpellation de Sékou, hein, parce que nous, en tant qu'agence nationale qui a pour principale mission de promouvoir les énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité au Sénégal, on travaille naturellement avec le solaire, hein, parce que c'est la source d'énergie énergie renouvelable qui est la mieux connue. Mais on a aussi des projets pilotes avec d'autres filières, comme la biomasse et la petite hydro, pourquoi pas. Tout à l'heure, je ferai un petit tour pour voir avec la dame, parce que j'ai suivi sa présentation. Donc l'idée, c'est ça. Hein. Nous, on promeut les énergies renouvelables en général, et comme il l'a dit, on mise beaucoup sur la diversification des sources. Nous aussi, je voudrais remercier JBE, parce que tout simplement, on est aussi partenaire. Il nous appuie sur pas mal de projets, par exemple dans le secteur de l'agriculture avec la vulgarisation des pompes solaires, dans le secteur de l'éducation avec l'électrification d'écoles dans des villages non encore électrifiés, en insistant aussi sur l'aspect genre surtout, parce qu'ils mettent en place aussi des kiosques solaires qui permettent aux femmes d'avoir des activités génératrices de revenus pour aussi bien assurer la pérennisation de ces équipements-là et aussi, voilà, comme j'ai dit, avoir des revenus supplémentaires. Mais au-delà de cela, on travaille aussi sur un volet très important avec GBE, à savoir la sensibilisation, et je vous interpelle aussi par rapport à cela. Je n'ai pas entendu parler de ce volet-là, parce que nous, on travaille sur cela, avec surtout les institutions financières. Comme elle l'a dit tout à l'heure, Nathalie, un des barrages du développement de ce marché, c'est surtout les institutions financières qui n'ont pas assez d'informations à propos de la bancabilité de ces projets-là. Donc le Sénégal travaille là-dessus. Deuxième question, peut-être c'est par rapport à... Enfin, je vais poser plutôt la question à GBE, c'est de savoir quelle est la suite, parce que tout à l'heure, on a dit que les initiatives viennent à leur fin. Donc c'était juste pour savoir quelle est la suite en fait de GBE. Merci beaucoup. Ok, donc il y avait la première question, c'était sur le financement, et la deuxième question sur la suite du GBE. Ok, pour le financement, peut-être je vais prendre la question aussi en tant que GBE, pas me trop tarder dessus, parce que aussi en little teaser, en fait, il y a une deuxième session qui aura lieu à 14h dans la salle principale, en fait, sur des solutions innovatrices de financement des usagers finaux. Donc, en fait, aujourd'hui, on a juste décidé, en fait, de vraiment regarder l'angle usage productif, technologie et approche. Et il y aura une deuxième séance sur le financement des usagers finaux à 14h dans la salle principale. Peut-être comment GBE va continuer. Bon, pour le moment, c'était vraiment une approche pilote. C'est une initiative du BMZ sur, je pense, presque 6 ans, si on regarde la totalité en fait, de la durée du projet. C'est aussi une approche d'innovation. Il y a aussi des projets bilatéraux de la GIZ qui vont reprendre des approches qui ont été testées par la GBE. Moi, je regarde aussi mes collègues. Si quelqu'un souhaite ajouter un mot à comment la GBE va continuer, Madame Heun, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? So thank you very much for this question. Yes, so we are just debating it, and this conference here is one of the debates, because we have to see the results of Green People's Energy, and so we would like to scale all these pilots up. And the one we were talking about, that is a financial pilot, and I talked yesterday about our foundation, SAFE Foundation. So we installed the SAFE Foundation, and this foundation will work for the next year. So it's now about, I think, 2035. It shall work, and we put donation in it, we put private money in it, and so we have a access to finance for mini grids and so on. And the other is, what is the other very important point of the Green People's Energy?
And to me it seems it's a bit more the education and training, because we see when we would like to build up the market, small entrepreneurs and even, for example, women, we must teach them so they can learn not only be experts in energy issues, but also they have to know how to scale up a business. And so we are now debating it at the ministry, and we have 2 conferences, this one here in Abidjan, and on Monday we have a conference in Berlin, and then we will decide what to do, and we can see what's about different countries. For example, when we talk about Côte d'Ivoire, we can see that Côte d'Ivoire is very focusing on the national grid, you know, and it's a difference, for example, for Senegal, or it's a difference to Benin. So we learned in our process that we have different countries, and one was very important because we made an exchange and a network between these different countries. And so the people from different countries could tell the others why, for example, in Uganda, why in Senegal, why in Benin, it is working better, you know, for decentralized renewable energies, because they have an energy system in their country where they make a perspective for decentralized energy systems and centralized energy systems. But it's not really the same here in Côte d'Ivoire, because Côte d'Ivoire is also looking for the national grid. And so it's only a small point to work on decentralized solutions. And that's what we learned, you know. But on the other side, maybe some of you were participating at conference or as a podium before. And so, for example, one of the participants told about his information he is doing for example, that was an example from Benin, right? And he talked about no, that was with the hospitals, where they were selecting the data, and then you can see which power plants are working and which not. And I think that is very important, because when we make tenders, we have the situation that some of the entrepreneurs or some of the people are coming and saying, yes, that's the best one, we have a very good quality and so on, and we are so cheap. And at the end, they get, they are the winner of this process, of the tender, and 3 years later, all the systems are not working any longer. So we have to look for a system where we don't have to go to every power plant and look, oh, does it work? What is the failure? But can see, as I can see from my private power plant in Germany, I have an app and I can see does it work or not. And that's the same here. So we have to look for instruments for more quality with the tenders, and that's what we are talking about. So it's why I'm staying here, it's why I am sitting here in this panel, because I would like to learn more of your experience and maybe your interest, and then I can go next week to Berlin, have all my talks with people in the ministry who have to decide. I have next week talk with the minister and the secretary, and then I can tell, and we have the conference, and then I can tell them my experience, and then we have to decide what to do. But on the other side, you know, in Germany, we have a lot of problems in Europe now because of the Ukrainian war and because of all the subsidies we have to do. So the budget is smaller than before, because we give a lot of money to other countries now. And then we have to decide what is most important. And so it's very important to hear from you, to learn good examples
maybe to convince the people in the ministry to put the money here to this project and not to others. So that's my job, and that's why I'm staying here. And yes, it was my idea with my colleague who unfortunately died last year. It was our idea to build up the Green People's Energy program. So most of you are very happy to have your jobs because we had the idea. And so it's a bit our baby and my baby. And so I have to look, what can I do for this baby for the next years? So that's my job, and that's why I'm here. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you very, very much. Also to have this view from the ministry. It wasn't initially planned, but I'm really, really grateful also to have you here and that you could also share your experience and your point of view with our public. Maybe we have time for one more question. I'm really sorry. Or we take the questions, but then your time of break will be a bit shorter. So maybe one more question, and then we can all go to lunch. J'ai déjà le micro, donc je vais y aller. Bonjour. Voilà. Je m'appelle Diam Baldé. Je travaille pour Tony Blair Institute for Global Change en tant que Agriculture and Energy Advisor. Je suis détaché auprès de l'équipe de la Banque africaine de développement. Nous essayons de développer une stratégie de promotion des investissements sur le nexus eau, énergie et agriculture, avec une première phase ciblant les pays du Sahel, donc, en utilisant le programme Desert to Power de la Banque africaine de développement comme levier d'expérimentation. Ma question, c'était par rapport à la mise à l'échelle des initiatives Productive Use of Energy. Il y a beaucoup de projets pilotes maintenant assez isolés, des projets conçus dans des conditions de quasi-laboratoire, en utilisant la meilleure expertise au monde dans le domaine, en designant des mécanismes de result-based financing et tout ça. Là, ma question, c'est de savoir, est-ce que dans ces conditions, il est possible de mettre ces types d'initiatives à l'échelle? Parce que j'ai cherché, et ça fait maintenant une année que je cherche d'expérience de projet pilote réussi et qui a été mis à l'échelle et qui a donné plus ou moins la moitié des résultats escomptés pendant la phase pilote, et je n'en trouve pas. Donc je voulais aussi savoir si vous aviez une checklist de critères minimums qu'un projet pilote potentiel devrait respecter pour espérer au moins aller à l'échelle. Merci. Oui, excellente question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a quelqu'un du panel qui souhaite prendre cette question? Oui. Par rapport à nous, notre marché, les Productive Use, en fait, le pilote, c'était en Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit, Baobab Plus, on est dans 6 pays. Et la première question, c'est de quoi ont besoin les populations. La deuxième question, c'est est-ce que le produit correspond aux attentes et aux normes. Vous êtes sans savoir que la Côte d'Ivoire, dans bientôt, on va passer à une nouvelle législation au niveau des produits de consommation qui doivent avoir une notation comme en Europe A, B, C ou D. Et enfin, c'est de véritablement voir si le produit qu'on a mis et si les personnes qui l'utilisent réussissent à sortir un bénéfice. J'en ai pas peut-être parlé tout à l'heure, mais pour vendre un congélateur, on fait passer un mini consortium crédit à la personne. D'accord, c'est pas des produits qu'on peut justement donner à tout le monde parce que c'est, comme on l'a dit, c'est des productive use. C'est pour quelqu'un qui a un business ou quelqu'un qui a une activité ou quelqu'un qui veut générer des bénéfices dans son activité. Donc ces 4 critères-là, en fait, après avoir choisi la personne, le suivi de la personne nous permettent en fait de dire, bah oui, en fait, ce produit est valide et ce produit sert à la population et ce pilote-là a été validé en Côte d'Ivoire et nous allons lancer la même chose au Sénégal, au Mali et à Madagascar. Voilà. En ce qui concerne les Productive Use pour Baobab Plus.
D'accord. Merci. Ben, je vais juste compléter, un peu réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a 3 facteurs en jeu qui vont conditionner l'adoption ou non d'une technologie, surtout par les agriculteurs. Donc il faut d'abord qu'ils connaissent le produit. Donc il y a un rôle de vulgarisation que des ONG comme Anda est en train de faire actuellement. Donc il y a le volet accessibilité aussi du produit. Donc ce qui nous ramène au volet financement. Donc il y a le volet viabilité ou gain économique pour l'utilisateur, donc accès au marché pour l'utilisateur. Je voulais juste savoir si le fait uniquement de travailler avec les ONG, non pas avec le système de vulgarisation agricole, par exemple, ou de travailler à l'échelle nationale sur une stratégie incluant le secteur financier local, est-ce que ça permet réellement d'avoir un marché national des productive use of energy dans les différents secteurs? Merci. Je voudrais juste ajouter. Juste, c'est parce que je suis encadré. Non, c'est juste ajouter quelque chose. C'est-à-dire que, et c'est là le problème de l'Afrique. La Banque africaine de développement, à chaque fois que vous développez de nouveaux projets, vous considérez qu'il n'y a rien sur le terrain. Alors qu'il y a énormément d'évidences sur lesquelles on doit pouvoir bâtir rapidement les choses et aller vers l'échelle. Je te donne juste un exemple. Nous, on vient d'organiser en décembre 2022 la compilation des évidences Nexus, énergie, eau, agriculture dans un contexte de changement climatique. Ces évidences existent. Peut-être il faut renforcer la vulgarisation, donc il faut prendre contact avec différentes structures qui puissent vous permettre d'aller vite. On vous attend, vous la banque, vous la BAD, on vous attend énormément dans les investissements. Mais vos procédures sont telles que vous ne pouvez même pas accompagner les petits projets. Alors que les petits projets, ce sont ces petits projets qui apportent de réelles transformations au niveau local. Mais vous, c'est le macro et le macro. On continue la discussion tout à l'heure. Ok, bon, je laisse encore l'espace à des questions parce que je pense qu'on a une bonne dynamique. Donc, bon, j'accorde la parole parce que à vous, monsieur. Ça. Thank you very much. At least a question in English. My name is Enoch Ejapong, Director at the Renewable Energy Association of Ghana, and then also a member of the steering committee for the GB in Ghana. My question focuses a bit on the answer that I was giving to her question, and it was actually one of the things I was thinking of in terms of post-event, post-project, right? But more especially on how the countries themselves collaborate to ensure that we can create the market that is required. Because to a large extent, the basic economic principle is that markets trade with markets. And if there's the possibility of enhancing capacity or initiating or taking on projects one country to the other, I think that's also part of the conversations we should be having. Because as much as there would be a pool of funds available for people to tap into it and continue new projects, if that realization or if that understanding that the countries need to do what they have to do themselves as well, there would always be in that vicious cycle. So it might get to what you're saying about high-level collaborations that keep happening, but then on the ground, how should it also happen? Okay, and I think I just wanted to add that to the conversation so that when we are enriching when we are having our discussions, it also enriches it on that side. Otherwise, I think we would always be in a vicious cycle of, cap in hand, looking for funds to do certain projects. But the market must drive the markets, right? So I think it's relevant to look at it from that. But that said, I'm also looking at operations and maintenance and how we ensure that we ring-fence the sustainability of projects that have been made. Because if a lot of funds have been invested in it, and then after 2-3 years, they're running down and breaking down, what are we doing? I mean, is it always the cycle of
ensuring that projects come because we have to tick boxes or we have to make projects? Or how do we ensure that really we can have a bit more of ops and maintenance happening? So maybe that would be good to learn as lessons learned from the other countries. But I can share a little bit from Ghana, that what we started doing with the direction and sort of concerted efforts of both the private sector and the Ministry of Energy and the beneficiaries, i.e. say the Ghana Health Service on the health side, and then the Ghana Irrigation Development Authority, is that we have a working group that is focused on sustainability, trying to take it on the bull by the horn and then say we want to do this and do that together, right? So I just want to also push that out and say if people would want to try that approach, I think it can make those investments sustainable. Thank you. Thank you very much. This was just a comment, right? So we can just take this and we'll also share this later. Vous voulez que je vous fasse une traduction en française, mais sinon aussi on peut prendre la discussion tout à l'heure. En fait, c'est juste quelqu'un qui partageait son expérience du Ghana et c'est aussi quelqu'un qui parlait beaucoup sur comment faire grandir des marchés pour que ces marchés soient autonomes, en fait, sans de financement et des incitations comme le RBF, parce que comme on disait tout à l'heure, le RBF, c'est pas une fin en soi, mais comment en fait on peut créer ces écosystèmes qu'aussi un jour on n'aura plus besoin des projets comme le projet sur lequel on vient de parler. Mais ça, je pense que c'est une discussion qu'on pourra avoir après la séance de maintenant. Oui, donc je prends... Oui, ouais. Dernière question. Ok, merci. Mon nom c'est Koniba Dambélé, je viens du Mali et je gère une entreprise qui intervient dans le domaine des énergies renouvelables. Je voulais partager avec vous également mon expérience dans le cadre des technologies productives de richesse. Donc nous avons, avec l'AICF, nous avons bénéficié d'un projet, enfin d'un financement, qui nous a permis pendant 3 ans de développer et de faire connaître une pompe d'irrigation solaire et qui vient de prendre maintenant l'échelle parce que nous avons réussi à impliquer des financements locaux, non seulement qui financent nos clients qui sont les pauvres, mais en plus également qui sont prêts à nous accorder des financements pour pouvoir augmenter nos stocks. Le problème, c'est qu'avec les institutions de microfinance, le taux est élevé. Aujourd'hui, nos perspectives, puisque nous sommes en train de faire l'électrification rurale à travers l'irrigation, les productions sont en train d'augmenter. Maintenant, le problème qui se pose maintenant, comment les conserver afin d'éviter que les producteurs ne les vendent à vil prix. Et c'est pour ça que nous sommes en train de développer un projet de chambre froide solaire et nous devons mettre en place un projet pilote de 30 tonnes pour d'abord la conservation de la pomme de terre. Et c'est pour ça que je suis là, pour trouver des partenaires éventuels qui puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet pilote. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, en regardant l'heure, je propose de clôturer cette session avec un grand applaudissement pour nos panélistes et aussi pour vous. Ok, donc bonne pause et n'oubliez pas à 2h dans la grande salle.